C'est ça. Ce qui est un peu compliqué aussi au Canada, Québec, c'est la première expérience québécoise. C'est-à-dire que tu peux avoir, à moins d'être vraiment dans une niche particulière où ouais, là on a besoin de monde et puis on passe outre parce qu'on a besoin, mais s'il y a un petit peu de concurrence québécoise, on va dire, ce qui va se passer, c'est que ben, ça, eux, ils veulent savoir ben, qu'est-ce que tu es capable de faire. Hein, puis ça, la fameuse première expérience québécoise Ouais, est quand même très importante. Donc le VIE, ça permet de l'avoir sans passer par le classique tout à fait. recrutement classique québécois. Donc en fait, tu t'évites ce piège-là, puis tu gagnes ta première expérience. Donc, c'est quand même vraiment très très intéressant. Ouais. T'as réussi à faire d'une pierre deux coups. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast dédié à l'écosystème tech, data et IA animé par des professionnels et des passionnés du domaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anor Le Gouic, data analyst et experte de Power BI. Tout d'abord, bonjour Anor, Bonjour, comment tu vas? mais très bien et toi? Ça va super, merci. Ça me fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu as un parcours qui est super intéressant, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu as été diplômé de l'Université Bretagne Sud, comme moi d'ailleurs. Tu as pu travailler en tant que contrôleur de gestion en France avant de partir pour le Canada, où tu as pu Oui, occuper différents rôles autour de la data et de la BI. Et dernièrement, tu es arrivé finaliste à l'édition oui. européenne du championnat mondial de DataVis sur Power BI, organisé par Microsoft, bien sûr. Donc, ça fait beaucoup de sujets différents et j'aimerais beaucoup qu'on creuse tout ça aujourd'hui dans le podcast. Je pense que tu auras plein de choses super intéressantes à nous raconter. Mais déjà, merci pour l'invitation. Ça fait très plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Plaisir partagé. Je voulais vraiment t'avoir dans le podcast parce que, encore une fois, je sais que tu as beaucoup de choses intéressantes à nous raconter. Et peut-être pour démarrer, est-ce que tu peux commencer par te présenter à Nord, nous dire qui tu es, d'où tu viens, pour qu'on puisse en apprendre plus sur toi? Mais bien sûr. Mais ça, moi, je m'appelle Anor Le Gouic. Comme mon nom le présage pas du tout, là, je suis bretonne. Donc, pour ceux J'aurais qui jamais l'auraient pu deviné. dire. Non, on n'aurait jamais deviné avec un nom comme ça. C'est ça. Et puis, moi, présentement, je suis. Alors, mon intitulé de poste officiel, je pense que c'est euh, analyste FP&A. En fait, en gros, c'est contrôleur de gestion. Là, au Canada, c'est comme ça qu'on appelle ça. Mais plus concrètement, dans mon poste, je dirais que c'est un peu plus général. C'est plus un analyste BI sur la partie finance et la partie RH aussi. Donc, chez Giro, qui est une très belle entreprise pour laquelle travailler. Et pour expliquer un petit peu ce que fait Giro, c'est que mais si vous utilisez les transports en commun, c'est probable que vous utilisez les produits de façon un petit peu indirecte parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils développent des produits en fait et des logiciels pour l'optimisation des transports en commun. Donc ça va de créer des nouvelles lignes, des horaires, gérer par exemple des flottes de bus, gérer des horaires de chauffeurs, etc. Notamment comme clients, ils ont la RATP, Ah oui. SNCF, le métro de New York, là, pour juste en citer quelques-uns de très connus. Et puis ils ont une partie aussi plus postale, en fait, pour la distribution de courrier aussi, avec des logiciels pour ça. C'est une entreprise canadienne, c'est ça? Oui, c'est même québécois. Donc, Ah, non, non, c'est ça. québécois, autant pour moi. Parfait. De toute façon, on aura l'occasion d'en rediscuter. Et j'avais dit au début que tu avais été diplômé de l'Université Bretagne Sud. Oui. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de ton parcours scolaire pour savoir il ressemble à quoi exactement? Ouais, bien sûr. Ben déjà, moi, ce qui caractérise mon parcours scolaire en général, c'est que j'adore les maths. J'ai toujours adoré les maths, la logique, etc. Donc, sans surprise, j'ai fait un bac S spé maths et puis j'ai commencé une licence de maths, mais qui était un petit peu particulière parce que autant j'adore les maths, autant je déteste la physique. C'est vraiment, j'ai horreur de ça. Donc j'avais réussi à trouver à l'époque une licence de maths où il n'y avait pas la partie physique. Et à la place de Ouais. la partie physique, en fait, finalement, c'est une partie économie. Donc c'est là que je suis un petit peu tombée justement dans l'économie-gestion et je me suis dit: «Tiens, c'est pas mal intéressant, j'aime ça aussi». Puis c'est un petit peu plus concret, en fait, des maths un petit peu plus concrets que, bah, les Ouais. maths appliquées où voilà, c'est vraiment de la théorie, puis c'est ça, on s'entend que les vendredis matins, d'algèbre géométrique pendant 4 heures là, c'est c'est un peu intense. Donc c'est pour ça, finalement, en fin de licence, moi j'ai bifurqué vers une licence économie-gestion, puis c'est là que je suis arrivée à l'UBS. Et puis à ce moment-là, j'avais des cours de contrôle de gestion. Donc avec Stéphanie Tissier, qui était ma prof à l'époque, que si jamais elle passe par là, je salue.
qui m'avait, Si elle c'est elle nous qui, écoute. si elle nous écoute, et puis c'est elle qui m'avait invité ça à discuter justement de mon parcours devant le master que j'ai fait au mois de novembre. Donc j'ai découvert le contrôle de gestion grâce à elle, j'ai adoré ça, puis je me suis dit c'est ça que je veux faire, hein. Donc sans suite logique, je suis passée par le master contrôle de gestion et système d'information de l'UBS, que je peux que chaudement recommander, là, qui est vraiment vraiment un très bon master. Et puis c'est ça, c'est contrôle de gestion, puis il y a toujours quand même une petite partie de système d'information. Donc j'avais déjà un petit peu les mains dedans, et puis surtout on avait des cours à l'époque sur Excel, VBA. Ouais. Power BI était pas là, puis j'avoue que moi je prenais vraiment du plaisir à faire ça, là. Puis pour dire tout ce qu'on peut faire avec du VBA à l'époque, j'avais eu un binôme, on avait un projet à faire en dernière année avec un binôme qui aimait ça aussi, puis on s'était vraiment éclaté, et on avait réussi à créer dans Excel un casino avec VBA. Ah oui, carrément, avec du VBA. Tu rentrais, t'avais ton petit, tu créais ton code utilisateur, t'avais ta petite canne, tu pouvais jouer au blackjack et puis au poker. Puis moi, j'avais codé toute la partie poker, là, donc déjà à l'époque, une petite, voilà, j'aimais bien le code, on va dire, même si Ouais. c'est pas ce que je faisais la majorité du temps. Et puis, C'est fou tout ce qu'on peut faire avec du VBA, n'empêche. Je non, suis c'est, même passé par là. Et encore aujourd'hui, en 2026, il y a encore beaucoup de boîtes qui ont toutes mhm. leurs data platforms sur Excel et VBA. Ça, c'est fou quand même. Ouais, et c'est pas une critique, hein. Moi, je pars du Non, principe que tant que ça fonctionne, il y a aucun problème. oui, c'est clair. Mais je pense Et que les gens qui font du VBA, ça commence à devenir un petit peu rare, là. C'est, ouais, c'est une compétence rare parce que je pense qu'aujourd'hui, les universités et écoles ne forment plus vraiment mhm, à ça. En général, toutes les formations sont passées sur du Python, voire du R et du mhm, SAS. Et du coup, cette compétence VBA se perd. Pour autant, il y a encore beaucoup de boîtes mhm. qui, comme je l'ai dit, ont toutes leurs data platforms sur VBA et Excel et ont des besoins là-dedans en termes de compétences. Et je me reconnais un peu dans ton parcours aussi parce que moi aussi, du coup, j'étais intéressé par les maths et c'est ce qui m'a plus ou moins ramené dans ce métier. Je pense qu'on n'est pas les seuls dans le domaine de la data à avoir été Mhm. intéressés par les maths au départ et surtout les stats, moi, pour le coup. Et et voilà. Ouais, vraiment la partie, ben, c'est ça, la logique, etc. Puis qui finalement, c'est ce qu'on retrouve c'est dans du code, et puis quand on fait de la data finalement. Mais, Parfait. mais, mais ça, j'ai fait mon petit master contrôle de gestion et système d'information, j'étais diplômée, et puis ben, ça, suite logique, moi j'ai commencé ben, en tant qu'assistant contrôleur de gestion. Là. Il y a vraiment rien de plus banal que ça. Puis j'ai fait ça pendant à peu près, je pense, 2 ans et demi. Puis c'est là que tout a changé, on va dire, pour dire les choses. C'était ton premier vrai job, c'est ça, après le master? C'est ça, j'avais quand même fait des stages vraiment longs, et puis je sais que maintenant ils le proposent aussi en alternance, ce master-là. Donc, mais ouais, vraiment, vraiment premier job, ouais, c'est ça. Assistant contrôleur de gestion. Et est-ce que tu peux nous en parler de ce premier job? Est-ce que c'est là où tu as pu découvrir le monde de la data? Parce que je sais que dans le domaine du contrôle de gestion, on traite beaucoup de données. Mais c'est vrai que j'ai eu un premier contrat, qui à l'époque c'était chez Ouest France. Là, je pense que j'ai l'impression que c'était pas vraiment mon premier job, celui-là. J'aurais plus classé dans les stages, là, finalement. Ma Ouais. première vraie job, là, en tant qu'assistant contrôleur de gestion, euh, ben, je faisais beaucoup d'Excel encore. C'était vraiment énormément d'Excel. Et puis eux, ils avaient à l'époque l'AS400. Ah oui, C'est ça, c'est le ça. vieux système de IBM. C'est ça, là, tu sais, avec l'écran noir et puis en Ouais. vert qui fait mal aux yeux, là. Puis, tu sais, ben, ça, moi, c'est vraiment mes premières requêtes, c'est avec ça, là, avec les petits. Tu tapes sur ton clavier, là. Puis, Si je peux me permettre une anecdote, bon, c'est pas du tout mon interview, mais non, non. j'étais passé chez mon assureur il y a une semaine pour un nouveau contrat automobile. Et je voyais la dame avec son vieux système AS400 taper sur son clavier en train de galérer, ça m'a fait penser à ça. C'était il y a une semaine, hein, vraiment. Et c'était une grosse boîte d'assurance française. Mais, Voilà, mais désolé, ça, je t'ai interrompu. non, non, du tout, mais ça marche bien, en fait. C'est pour ça, franchement, honnêtement, ça marchait vraiment bien, là. Puis à l'époque, tu sais, j'avais un laptop où je faisais mes affaires sur Excel, et puis l'autre où je lançais mes requêtes, et puis je les voyais tourner en même temps. Donc, finalement, j'allais dire, je l'avais pas pensé comme ça, mais oui, en fait, finalement, la S400, c'était un peu mon premier, la première fois où justement je jouais un peu avec la data, etc. Donc, mais c'est pas ma vraie première job en data, je dirais. Ouais. Et comment ton parcours a évolué ensuite? Peut-être, les expériences qui t'ont fait découvrir ensuite le monde de la BI, de la data?
C'est vraiment, beh, on va dire, je suis tombée un peu dedans par hasard. Donc moi, à ce moment-là, c'est vrai que puis honnêtement, s'il y a des étudiants qui passent par là, moi, je conseille vraiment de faire ça. C'est que quand j'étais étudiante, je m'étais fait une petite liste de petites cases à cocher en disant: «Moi, mes premiers jobs, je voudrais essayer ça, ça, ça et ça». Et puis, il y avait une de mes critères comme ça, c'était moi, je voulais vraiment faire une expérience à l'étranger. Ouais. Donc puis vraiment un un VIE même là, ça c'était vraiment ce qui m'intéressait. Tu peux expliquer ce que c'est un VIE pour ceux qui ne connaîtraient pas? Ouais, bien sûr, en fait, c'est un volontariat international en entreprise. Puis en fait, en gros, je pense que c'est comme un stagiaire international. C'est-à-dire que Tout à fait. faut être je pense que c'est moins de 27 ou 28 ans, quelque chose comme ça. Puis on est soit embauché par une entreprise française, soit on est déjà dans l'entreprise française, mais il faut qu'elle soit française, l'entreprise. Ses sièges sociaux en France. Puis en fait, finalement, elle nous envoie dans une succursale ou à l'étranger finalement de cette entreprise-là. Donc c'est vraiment très intéressant parce qu'on part pas tout seul à l'aventure. Là, on est vraiment dans un cadre et puis c'est vraiment une vraie expérience professionnelle, souvent dans notre domaine. Donc mais c'est un petit peu le Graal des fois à obtenir parce que c'est ça, comme on dit, moi à l'époque, en tout cas, il y avait beaucoup de demandes et pas forcément, autant d'offres qui correspondaient. C'est ça et puis ça reste un contrat français, donc on est couvert Exactement. et disons que c'est très pratique si, voilà, vous voulez partir à l'étranger pendant 1 an, 2 ans. Je crois que ça peut être un peu moins ou un peu plus et Ouais, il y a une liste de pays, enfin une très grande je liste, je il je y a crois vraiment tous les pays là, c'est vraiment, ça couvre, je pense presque l'intégralité du globe là, c'est donc ça, tous les continents mmh, et donc c'est aussi vraiment, bah, je te rejoins là-dessus. Je pense que c'est un très bon moyen de, bah, d'explorer de nouveaux horizons, même d'apprendre une nouvelle langue si, par exemple, mmh. on veut travailler son anglais et cetera, ça peut être une très bonne opportunité. Je te redonne la parole, désolé, je t'ai encore interrompu. Non, non, il y a vraiment pas de problème, hésite pas du tout à m'interrompre s'il y a besoin. Donc c'est ça, moi, c'est vraiment, en haut de la liste, je voulais partir à l'étranger, mais un VIE, c'était vraiment, c'était presque le rêve, hein, c'est ce que je voulais. Ouais. Et puis c'est ça finalement, bon après il y a toute une histoire aussi derrière, puis c'est ça, j'ai décroché un VIE, à Montréal. Et finalement, c'est à ce moment-là, genre, je pense que c'était vraiment contrôle de gestion. Je pense que vraiment, quelques s quelques semaines, même pas mois après que j'ai commencé, finalement, on m'a proposé, de faire du Power BI. Puis c'est un petit peu, on me l'a proposé, c'était un troisième choix, on va dire. C'est qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de mouvements finalement et puis on m'a dit, bah, c'est ça, on m'avait proposé 2 choix. On m'avait dit: «Soit, bah, tu continues, sur l'analyse financière et cetera, soit tu peux travailler sur le système comptable». Puis moi là, j'avais dit: «Ah, système comptable, ça m'intéresse, système d'information», c'était une petite, case à cocher dans ma liste et Ouais. puis ils avaient été un petit peu surpris par ma réponse. Ils me disent: «Ah tiens, bah, si ça t'intéresse, est-ce que Power BI ça t'intéresserait?» Finalement, ils me l'avaient pas proposé en premier, c'est parce qu'ils avaient vu mon intérêt pour les systèmes et puis ils ont dit: «Tiens, on va te proposer Power BI» et puis là, j'ai dit: «Go», je connaissais rien, rien du tout. Vraiment, là, j'ai appris sur le tas en faisant ma job, en écoutant, je pense à l'époque, c'était les vidéos Microsoft, il s'appelait Will là, je sais plus exactement c'est quoi son nom de famille là, mais à l'époque là, C'était en quelle année, excuse-moi? c'était en 2017. OK, donc pour ABI, c'était encore assez récent, ça devait avoir trois Oui, quatre c'était ans, je crois. vraiment ça venait de sortir là, c'était Ouais. vraiment très, très récent. Puis je pense que, le Power BI de l'époque et puis le Power BI Mmh. d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ouais, c'était très, très buggé, Ouais, on était quand même vraiment très limité dans ce qu'on pouvait faire là, mais il y a beaucoup de gens qui râlaient à cette époque-là. beh, moi la première, j'avoue que toutes les choses que j'ai râlées finalement par la suite, c'est des choses qui sont venues, et heureusement, mais ça des choses qu'on prend pour acquis maintenant, genre le conditional formatting ou des choses comme ça, c'est ça n'existait pas là, donc fallait faire tout à la main et cetera, donc c'est quand même vraiment lourd là, mais c'était vraiment intéressant donc Tu as eu cette chance d'avoir Power BI qui atterrit sur toi comme ça par magie, mmh. enfin, par hasard et ouais, au final, c'est aussi le parcours de beaucoup d'autres personnes qui travaillent dans ce domaine-là aujourd'hui. On leur a proposé un jour de travailler sur Power BI parce que, bah, ça prenait, beaucoup d'ampleur et qui aujourd'hui, se retrouvent, experts dans le domaine. Puis, beh, je pense que dans mon cas,
j'y serais arrivée tôt ou tard. Forcément, là, parce que c'est un contrôle de gestion à un moment donné. On Ouais, s'entend, le besoin de reporting est quand même grand et puis Power BI fait bien la job. Donc, je pense à un moment donné ou un autre, ça serait arrivé là, mais finalement c'est arrivé plus tôt que prévu, puis tant mieux parce que j'ai adoré ça. Puis pour le coup, là j'ai complètement délaissé la partie finance, j'étais vraiment avec les ouais. opérations et puis faire des tableaux de bord pour les opérations, des analyses pour les opérations. Donc puis c'était vraiment intéressant aussi parce que dans le même temps il y a eu tout un projet de mettre en place un data warehouse. Donc forcément, moi, avec la côté data analyse, bah, j'étais dessus aussi pour toute la partie de validation de ce qui sortait, etc. Donc c'était vraiment intéressant de faire partie de ce projet-là parce que je connaissais pas du tout là. Puis je suis vraiment tombée aussi sur des personnes incroyables qui ont vraiment tu sais, qui m'ont expliqué plein de choses et qui voulaient vraiment me transmettre tout ce qu'il y avait à me transmettre. Donc ça aussi, je leur en remercie parce que j'ai appris vraiment beaucoup. Parce que j'ai pas le background technique, on va dire là, tu sais, j'ai des notions, Ouais. mais tu sais, j'ai pas le vrai background technique non plus. Donc, T'as appris sur le tas. j'ai vraiment appris sur le tas. Donc, Au final, c'est ce qu'on fait tous dans nos métiers, hein. oui. Dès qu'il y a une nouvelle technologie qui sort, on est obligé d'apprendre sur le tas, on fait de la veille en continu. Mais on le voit vraiment très bien là avec l'IA. C'est Ouais, pas c'est quelque chose clair. qu'on a appris à l'école, là, puis qu'on s'attendait forcément. Donc, on est toujours, faut toujours, je pense, garder cette posture un petit peu d'apprenant. On est des apprenants C'est ça, tout au long de notre carrière professionnelle finalement, parce que exactement. mm, Et c'est encore plus vrai dans nos métiers, hein. Comme on l'a mm, dit, tout évolue tellement vite qu'on est obligé de faire de la veille. C'est parfois un peu épuisant, mais si on arrive à faire la part des choses et à se concentrer sur les éléments sur lesquels on est attendu, on peut s'en sortir. Et du coup, après ce VIE, comment est-ce que ton parcours a évolué? Mais ça, moi, mon VIE, puis petit point aussi sur les VIE, sur les durées. En fait, les durées des VIE, souvent, elles sont en lien avec la durée des visas de travail. C'est-à-dire, Canada, bah, OK. ça, le visa, c'est 2 ans, donc le VIE, c'est 2 ans. Et les États-Unis, je crois que c'était 18 mois, donc tu sais, ça se cale de cette Ouais. façon-là. Donc ça, moi, j'ai fait mon VIE pendant 2 ans. C'était vraiment une très belle expérience. Et puis c'est ça, c'est arrivé à son terme. Donc là, il fallait, bah, ça, on renouvelle sur les contrats locaux, etc. Donc ça aussi, c'était une découverte de voir comment ça se passait, puis même au niveau salaire, tu sais quoi demander, etc. Et puis il se trouve que moi aussi, j'étais pas, c'est des petites spécificités, pardon, de visa, mais j'étais pas liée à mon employeur. Parce que des fois, il y a voilà, on va arriver avec un visa, puis au Canada, on est lié avec notre employeur. Moi, c'était pas le cas, donc bah, c'est sûr que ça m'a donné aussi le goût d'aller voir un petit peu ailleurs, là, puis de peut-être retourner aussi un petit peu en finance. Donc là, j'ai trouvé une job, c'était pour mettre en place finalement le reporting financier de l'entreprise. C'était un cabinet d'architecture et de design québécois, là. Vraiment intéressant. Et puis c'est ça, au début, c'était de mettre en place le reporting financier avec Power BI, et puis après, une fois que ça s'est fait, bon, ça aurait pris déjà quelques années, là, de passer vraiment plus large au niveau de l'entreprise, et puis de mettre ça au niveau de l'entreprise aussi. Là, j'avoue, c'est peut-être l'expérience professionnelle où je suis le plus mitigée là, parce que c'était une époque particulière, parce que je pense quelques mois, vraiment pas longtemps après, ben, il y a eu la Covid, donc c'est ça. Oui. C'était une période un petit peu troublée, on va dire là. Je pense, moi, j'ai perdu ma job pendant une semaine, je crois d'ailleurs à cette époque-là. Comment Euh, ça? Comment ça tu l'as perdu? mais en fait, c'est ça, ce qui s'est passé, c'est que tu sais, l'économie, c'est genre, en une semaine, elle s'est arrêtée, là. Ouais. Puis ben, quand t'as plus de contrat, tu peux plus faire t'as plus d'argent qui rentre, bah, à un moment donné, ben, tu peux pas garder non plus les employés. Puis il y a eu beaucoup, beaucoup de mises à pied. Donc c'est ça, moi, on m'a dit, ben, tu sais, c'est pas vital, donc c'est ça. Donc mais je pense que c'était la moitié de mon service, c'était comme ça. Ouais. Puis finalement, ben ça, le gouvernement est arrivé vraiment vite à mettre des subventions et des aides. Et puis au bout d'une semaine, on me dit, bah non, finalement, reviens, là, c'est bon. Ah ouais, On va donc dire, c'était pas la semaine la plus joyeuse que tu as passée au milieu. non, c'est ça, dans ma vie, c'est pas la semaine la plus joyeuse, là, mais c'est ça. Donc je suis revenue finalement, et puis ben ça, mais c'était ça, Covid, on n'était pas en présentiel, et puis il y a aussi finalement, comme je pense dans l'entreprise, ils ont vu que bah, c'est bien intéressant Power BI. Ils se Ouais. sont dit, bah, plutôt que de faire d'abord la finance, on va faire le reste de l'entreprise d'abord. Et puis moi, tu sais, j'étais quand même un peu junior à l'époque, donc tu sais, je trouvais ça bien de commencer par la finance que je connais, puis faire un petit peu mes armes là-dessus.
et puis parce que j'étais toute seule là, finalement. Et puis après, passer vraiment plus large, à un scope plus large, en ayant gagné cette expérience finalement un petit peu plus limitée sur la finance. Et puis, de faire les choses à l'envers, moi, ça m'a pris complètement un peu de contre-pied. Puis, j'avais pas forcément l'expérience pour non plus. Puis, c'est ça. Puis, moi, il se trouve aussi que j'ai eu ma fille à ce moment-là. Donc, je suis partie en congé maternité. Donc, j'ai l'impression que, Ouais. on va dire, cette expérience-là était peut-être un petit peu plus mitigée parce que c'est ça. Finalement, pendant mon congé maternité, j'ai un ancien manager que j'apprécie beaucoup là, qui est venu me voir et me dit Anor, j'ai vraiment l'entreprise parfaite pour toi. Viens avec nous, c'est vraiment bien. Puis il y avait des gens avec qui j'avais déjà travaillé, que j'avais adoré travailler avec. Et puis c'était C'était vraiment les collègues du VIE, excuse-moi, ou? non, c'était dans OK. dans mon ancien job, ouais. Et puis je trouvais ça parfait parce que comme je disais, je trouvais que j'avais pas forcément l'expérience pour vraiment toute seule là, de de travailler sur toute l'entreprise, et cetera. Et puis là, ça me permettait de rentrer dans un grand groupe où je me dis: ça, je vais pouvoir acquérir cette expérience-là que j'ai pas forcément dans ce groupe-là parce que, voilà, c'est une grande équipe. Je pense qu'on était une petite dizaine dans l'équipe, peut-être un peu plus, qu'on appelait data and AI à l'époque. Et c'est ça, je me dis: «C'est vraiment une belle occasion de pouvoir acquérir cette connaissance-là». Donc je suis rentrée dans ce grand groupe et puis je continue à Ouais. cocher ma petite liste. Je voulais essayer aussi vraiment une grande structure et de voir un petit peu comment ça se passe. Puis c'est ça, je suis rentrée, dans cette entreprise-là, en 2022 et c'était vraiment intéressant parce que j'avais été quand même dans des plus petites structures à l'époque et ça me permettait de moi vraiment me spécialiser. C'est-à-dire que moi, je faisais vraiment de la Power BI data viz, là. Tu sais, je m'occupais plus de prendre le besoin, de toutes les affaires qui vont autour finalement. Et puis j'étais vraiment OK, j'avais mes user stories qui arrivaient, qui étaient déjà faites, et puis me dire, OK, t'as ça à faire, t'as ça à coder, etc. Et puis, c'est très intéressant parce que ça permet aussi de se spécialiser. Puis c'est Ouais. là aussi que sur la data viz, j'aimais déjà ça à la base, mais j'ai vraiment pu y mettre du temps et puis de l'effort, etc. Donc, mais, mais j'avoue, à date, c'était vraiment une de mes plus belles expériences. Je pense que ça a duré à peu près 3 ans. Parce que c'est ça, j'ai pu me spécialiser, j'ai pu apprendre beaucoup aussi, parce qu'on avait quand même une équipe où il y avait des data engineers, des data scientists, Ouais. etc. Puis on se regroupait aussi toutes les semaines pour discuter, échanger. Puis c'est ça, des fois je comprenais pas forcément tout là, mais tu sais, t'écoutes et puis tu dis ah oui, ça fonctionne comme ça, etc. Puis d'apprendre des choses où même si c'est pas moi qui vais le faire, par exemple je parle du data engineer ou des choses comme ça, mais de savoir aussi comment ils fonctionnent, comment ils font les choses, tu sais, quand t'as à travailler avec eux, c'est quand même beaucoup plus C'est ça. intéressant de savoir ce qu'ils font, hein. Donc d'avoir aussi d'ouvrir un petit peu comme on dit, les chakras, là, puis de prendre un petit peu l'expérience et puis les façons de faire de ces personnes-là. Puis D'où dans le même temps, l'intérêt j'ai aussi de l'importance d'avoir une équipe comme ça, ouais. pluridisciplinaire, on va dire. Mmh. Même si on travaille en tant que data analyst ou data engineer ou data scientist, peu importe, c'est toujours, je pense, une bonne chose de savoir ce que ses Mmh. collègues font. Parce que très souvent, on travaille, en amont ou en aval de ce que eux font et c'est une bonne chose, disons, pour être peut-être plus performant dans son rôle d'une certaine manière, de savoir ce que les autres font, dans la chaîne de valeur, quoi. Non, c'est vraiment intéressant là c'est ça, on travaille pas en silo finalement, on est C'est vraiment ça. une équipe, même si on fait pas forcément les mêmes projets, même si on fait pas forcément les mêmes choses, c'est ça, on est une équipe et puis on partage vraiment le savoir, entre nous tous, hein. Puis c'était vraiment, je pense, cette expérience professionnelle-là était vraiment sous le signe du partage, de la communauté, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ça. J'ai aussi participé à l'organisation d'une communauté de pratique là, autour de Power BI. C'était vraiment le fun où justement il y avait toute une partie de ça. On avait créé on appelait ça le Power BI Developer Toolkit, hein, où vraiment on donnait les outils pour avec c'est ça, un design system, etc. Pour que le monde ait les outils, que ce soit plus facile, c'est quoi les best practices dans l'organisation, etc. Donc c'était vraiment intéressant. J'ai eu aussi l'occasion à ce moment-là de travailler notamment sur les templates et puis toute la partie design avec l'équipe Ouais. de UX UI qu'ils avaient dans cette entreprise-là. Donc ça aussi c'était vraiment intéressant de mettre un petit peu le pied là-dedans, puis d'apprendre un petit peu des petites choses sur ce côté-là.
C'est pas ce qui t'a donné envie ensuite de partager dans le monde communautaire de Power BI, tu sais, comme tu as l'habitude de le faire sur LinkedIn où tu partages des informations sur Power BI ou même ta participation, on en reparlera ensuite, Mmh. au Power BI World Championship. Est-ce que c'est pas ça qui t'a donné envie ensuite de Oui. participer dans la communauté? C'est exactement ça parce qu'en fait, j'ai vraiment pris du plaisir à le faire au sein de l'entreprise et puis c'est ça, à un moment donné, j'ai changé de travail donc puis je me suis, pour le coup, pour une raison toute bête. C'est au début de l'année dernière que j'ai changé où en fait, ça, le covid, c'est bien parce qu'on reste à la maison, mais le jour où il faut revenir à l'entreprise et puis qu'on se rend compte qu'en fait, tu avais commencé ton travail, pendant la covid et puis que ça te prend, 1 heure et demie coincé dans le trafic là, Ah oui. tous les matins, tous les soirs, tu dis: «Bon, c'est bien sympa, mais on va peut-être voir trouver quelque chose d'autre un petit peu plus, qui facilite un petit peu l'équilibre, vie professionnelle et Ouais, vie personnelle». Et puis c'est là que je me suis dit: «Bah, tiens, pourquoi pas retourner en finance?» parce que ça, j'ai vraiment récupéré tout ce bagage-là, plutôt vraiment, data, et je me dis: «Bah, ça, si je peux retourner en finance, me rafraîchir un peu la mémoire aussi, hein, parce que ça commence à faire un petit moment que j'avais pas été dedans». Et c'est ça, là, au début de 2025, j'ai changé de travail pour cette entreprise-là, pour Giro finalement, où là, je suis retournée en finance. Et puis c'est à ce moment-là parce que Messaggero, je suis retournée dans une entreprise un petit peu plus petite. Puis j'ai retrouvé aussi le côté, que j'aime bien ça, je suis de nouveau, je l'étais aussi un peu, dans mon ancien travail, mais je le suis beaucoup plus au contact du client, ouais, c'est moi qui vais prendre le besoin, c'est moi qui vais faire, en fait, finalement, on est un petit peu un couteau suisse où on va faire, un petit peu du bout en bout là, où on va prendre la demande jusqu'à la livraison, puis on est vraiment beaucoup plus autonome aussi. Et puis mais il se trouve que dans l'organisation, on est 2-3 personnes à faire du Power BI, donc c'est vrai qu'il y a pas une vraie communauté, hein. Parce que je pense dans la communauté avant, on était juste avant de quitter, je pense on était une centaine de personnes, donc ouais. c'est quand même une belle communauté. Donc ça a commencé à me manquer le petit côté, ça partage et cetera. Donc c'est là que je me suis dit: «Bah, tiens, je vais commencer à partager vraiment à la communauté plus large» et puis sur LinkedIn, Au monde entier. au monde entier. Je me dis: «Là, c'est encore plus grande, une communauté encore plus grande finalement». Super, ça fait une belle opportunité alors de pouvoir ensuite se lancer sur les réseaux sociaux à partager ses connaissances, les Mmh. nouveautés qui a atterri sur Power BI et c'est aussi un très joli parcours avec, pas mal d'embûches, mais, Ouais. qui au final s'est bien déroulé et tu en as parlé tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du Canada au sens Mmh mh. large et même du monde du travail de manière générale. Mmh. Hem, je voulais te demander si tu as ressenti un décalage culturel entre le monde du travail au Canada par rapport au monde du travail en France. En plus, toi, tu étais du coup au Québec, à Oui, Montréal, qui est du coup, je le rappelle, enfin ça parle français quoi oui, et francophone, ouais. ouais, francophone, excuse-moi et du coup, je voulais savoir si toi, tu avais remarqué, des choses, qui t'ont peut-être étonné par rapport à la France? Mmh mh. Mais je pense que le Québec aussi, c'est particulier parce que c'est ça, il y a le français, donc on va peut-être penser parfois à tort que, ah, on parle la même langue, donc on tu sais, on a des cultures proches, puis les racines aussi sont similaires, là. On s'entend que c'était des Français à l'époque, il y a longtemps, là. Mais en fait, c'est une culture qui est complètement différente. Là, c'est Tout à vraiment fait. dans la vie personnelle et puis dans l'entreprise, c'est vraiment extrêmement différent. Moi, je dirais que vraiment le décalage le plus important que j'ai trouvé, il y a la partie hiérarchie où c'est beaucoup, en fait, en général, c'est plus de flexibilité. Je dirais que c'est plus flexible dans le sens où c'est ça, par exemple, 5:30 dans les bureaux, il y a plus personne, hein. Le monde est déjà parti. C'est ça, parce que, tu as une vie de famille, puis c'est comme ça, et puis il faut Ouais, profiter aussi de la vie à l'extérieur, mais ça veut pas dire qu'ils travaillent moins parce que, ça, c'est toujours cette flexibilité. Oui, tu vas être plus flexible dans ta journée, mais les gens vont commencer, par exemple, plus tôt au travail. Moi, je sais que, par exemple, j'aime bien commencer tôt le travail. J'arrive en général au bureau quand j'y vais, à la maison, je commence à 7:30 le matin là, puis quand j'arrive au bureau, c'est entre 7:30 et 8:00 et ouais. puis c'est ça, mais je suis pas la première.
Donc non, non, mais c'est ça, ils vont peut-être plus aussi avoir tendance peut-être à se connecter le soir, la fin de semaine. Donc il y a plus une barrière un petit peu plus floue aussi à ce niveau-là. Puis surtout toujours sur la flexibilité, c'est moi ce qui m'a, je pense, ça m'a frappé plein fouet là quand j'ai vu ça, c'est quand les gens en fait quittent leur travail ou aussi se font licencier. C'est moi pour avoir vu des gens de mon entourage des licenciements économiques en France là, je l'ai vu là, puis d'avoir vu des licenciements au Québec et Canada, c'est assez impressionnant là. Souvent ça va être c'est ça. Ça se fait du jour au lendemain peut-être au Canada, là où C'est en même France ça prend pire un que peu du plus de jour au temps. lendemain. C'est le matin, tu dis bonjour à la personne et puis à midi, tu dis: «Bah, tiens, il est où?» Et puis après, dans l'après-midi, tu reçois un courriel, DRH qui dit: «Bah, untel ne fait Ouais. plus partie de l'organisation». Là, moi, j'ai une anecdote là où j'avais une collègue qui, à l'époque où on allait au bureau, m'avait dit comme ça, elle m'a dit: «Tu sais» parce qu'on avait notre bureau fixe, on amène nos petites choses, nos petites photos, la petite plante et cetera. Et puis elle me disait: «Je fais toujours attention de jamais avoir plus d'affaires que ce qui rentrerait dans une boîte au bureau Ah pour le oui. jour où j'aurai à partir. Comme ça, j'ai juste à mettre ça dans une boîte et puis je m'en vais». Donc mais dans le même temps, tu sais, il y a toujours un revers à la médaille là, c'est dans le sens où, c'est aussi beaucoup plus facile de retrouver un emploi là. Ouais. Et puis c'est aussi plus facile, admettons, si toi tu as envie de quitter, à moins qu'il y ait des dispositions dans ton contrat, tu peux partir aussi du jour au lendemain. En général, c'est 2 semaines là, le préavis, mais c'est ça, tu peux Ah oui. partir, c'est vraiment très court là. Donc Ouais, c'est beaucoup plus flexible et dynamique qu'en France. En c'est ça, France, dans les postes de consultant, je crois pas que c'est pareil partout, mais c'est 3 mois de préavis du c'est coup. ça. C'est long 3 mois quand tu en as un peu marre de Effectivement. ta job et que tu veux qu'on enchaîner sur autre chose là, Et mais surtout, ça arrive aussi que du coup la nouvelle entreprise qui te recrute, elle a pas envie d'attendre 3 mois le temps que tu c'est arrives ça. parce que parfois il y a des besoins qui sont urgents et on a Mmh. besoin de toi rapidement. Donc effectivement, il y a peut-être un juste milieu à avoir entre les 2. C'est ça, Et hem mais et en c'est plus sûr du coup, qu'en tant que tu as vécu ça du coup, c'est ce que tu racontais pendant le covid où, oui, ils t'avaient licencié le temps d'une semaine et puis ils une t'avaient, semaine, oui. recruté, 1 semaine après, C'est ça, puis mais après je pense que c'était un licenciement qui était un petit peu particulier parce que c'est ça, comme je dis, il Ouais. y avait aussi la moitié du service qui partait, puis c'était dans le cadre du Covid, donc je pense que c'était vraiment très particulier. J'avoue la réunion qu'on avait eue tous ensemble, l'équipe où on nous a annoncé ça, elle était je pense qu'à date, c'est une des réunions les plus compliquées que j'ai assistées, là, donc J'imagine. D'ailleurs, on sait dans l'actualité en ce moment, il y a Oracle qui a licencié plus ou moins de la même manière 30 000 employés. mmh, Je sais pas si tu as vu passer ça dans l'actualité et pareil, hein, ouais, c'est j'ai un vu, mail qui a ouais. été envoyé, pour licencier les employés, enfin, la veille au lendemain Mmh. et ouais, c'était effectivement assez surprenant de voir. C'est j'imagine dans la culture nord-américaine, C'est ça. mais après, Moi, comme tu l'as dit, il ouais, y a le revers de la médaille. Derrière, à mmh, côté, c'est aussi beaucoup plus c'est flexible et plus beaucoup plus facile dynamique aussi. pour trouver un autre travail. Donc ça a ses inconvénients certes, mais j'imagine que ça a aussi ses Mais avantages. ça, le marché du travail est fait de manière aussi que oui, ça se fait comme ça pour le licenciement, mais tu sais, ça se fait aussi d'une manière qui est aussi plus flexible pour engager quelqu'un, là. Mais moi, c'est vrai que ça m'a fait penser à l'époque, là, où je me souviens, je voyais ça aux nouvelles, avec la crise financière où tu voyais les gens sortir de la banque, là, Ouais, avec leur boîte en carton, mais en fait, c'est vraiment ça, là. Puis les gens, ils se font accompagner par la sécurité et puis c'est c'est on va dire, c'est ouais, autre chose. Après, c'est une culture qui est différente aussi, donc tu sais, c'est admis, tout puis à fait. c'est comme ça, là, tu sais que ça peut arriver. En termes d'horaire, tu disais que, les gens avaient tendance à partir avant, 17:30. Mmh mh. C'est quoi en général les horaires d'un employé moyen, on va dire dans le consulting par exemple ou dans les postes d'ingénieur? Je sais que ça varie beaucoup d'une entreprise à l'autre, mais, Ouais, c'est ça, puis il y a des entreprises qui vont souvent, c'est ça, moi, ce que j'aime, c'est que, on peut choisir un petit peu ses horaires. En général, je dirais, la plupart du monde, je vois à peu près quand les bureaux se remplissent et se vident, c'est ça, ça va être un 8h30, 8h30, 5h, 5h30 à peu près. OK, et on Puis travaille, 40 heures par semaine en c'est général ou ça, en c'est fait, OK, après ça c'est 40 heures par semaine, en général. Après ça va dépendre.
Il y a, par exemple, si on est dans certaines organisations, par exemple des banques ou des choses comme ça, des fois c'est 37h30. OK. Moi, là, en ce moment, je suis à 38h30. Et puis après, ça va dépendre. Je sais que par exemple, moi, je suis à 38h30, mais par contre, des gens qui ont des postes à responsabilité, eux, c'est écrit que bah, ça, leur contrat, c'est 43 ou 45 heures. Donc, on va dire, ça dépend vraiment plus de ton Ouais. poste et de là où tu travailles. Parce que par exemple, quand tu fais du consulting, ce qui va se passer, c'est que tu vas aller chez un client. Puis ce qui se passe, c'est que tu te calques en fait sur les habitudes du client. Ça va vraiment dépendre de ça. Ça, c'est étonnant parce qu'en termes d'horaire, au final, c'est pas si différent de ce qu'on a en France. Heu, En général, c'est plus ou moins pareil dans les postes d'ingénieur, de consulting, ça tourne aux alentours de 37 et 38 heures, Mhm. par semaine. Et évidemment, il peut y avoir des variations et souvent les gens sont au forfait jour, c'est-à-dire qu'ils ne comptent pas vraiment leurs heures, donc ils peuvent faire un peu plus ou un peu moins. Mhm. Mais ouais, j'imagine qu'aux États-Unis, pour le coup, c'est un peu plus. De ce que j'entends, ça monte Mais très souvent je un peu. pense que la semaine typique, c'est aussi 40 heures, mais je pense Ah après oui? les Américains. C'est en Amérique du Nord, c'est la culture, les vacances, c'est quasiment inexistant en fait. Ah oui. C'est aussi pour ça le monde a tendance à peut-être partir un petit peu plus tôt la semaine ou des choses comme ça parce que bah, tu as moins de vacances aussi. Donc tu t'essayes Ouais. d'avoir un équilibre un petit peu autrement parce que ça, moi là présentement, j'ai 4 semaines de vacances, ce qui est un peu la norme pour moi, mon niveau d'expérience et puis le secteur là, c'est assez ce qui revient souvent. Mais c'est ça, ça dépend vraiment. Et comme tu sais, il n'y a Mmh. pas vraiment on va dire c'est des conventions collectives, je crois qu'on appelle ça, des choses comme ça, Exactement. ou qui va dire bah, ça, on a un minimum, etc. Ou ça va vraiment dépendre des entreprises. En général, au Canada, quand tu commences, c'est 2 semaines. Tu commences avec 2 semaines, et puis après, plus tu vas monter, plus tu vas avoir. Mais moi, j'ai un peu, ben, ça dépend, c'est ça. Ça dépend des entreprises. Si elles cherchent à recruter, ben, forcément, elles vont offrir plus. Et puis, si c'est dans la culture aussi d'offrir plus d'avantages. Moi, c'est ça, je pense que j'ai connu un petit peu tout. Dans mon ancien emploi, ils avaient mis en place c'était les vacances illimitées. Ils s'appelaient ça comme ça. Ah oui. Oui, c'est ça. Mais c'était illimité, mais dans la limite de- Dans la voilà. limite de 2 semaines. Non, je pense que fallait pas aller au-delà de 6 semaines. Donc, OK. mais Ce qui finalement, est très après, généreux, hein. non, ce qui est très généreux mais moi, je préfère, c'est qu'on me dise, OK, t'attends, et puis plutôt que de dire, Ouais. oui, t'as le droit d'aller, mais c'est pas très bien vu, et puis, bon. Puis ça, moi, je connais d'autres personnes, là, dans certaines entreprises qui ont, bon, ça, c'est vraiment une exception, qui ont 6 semaines de congé. Mais par contre, ce qui va se passer aussi, c'est que, dans la plupart des entreprises, entre Noël et Nouvel An, c'est fermé. OK. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir en général 2 semaines de congé à Noël parce que c'est offert par l'entreprise, c'est l'entreprise qui est fermée. Donc, OK. Oui, donc ça du coup, en termes de congé annuel, ça peut monter à 4 semaines et si on part d'une base de 2 semaines, ouais, c'est ça, c'est 4-5 semaines à peu près, ouais. OK, c'est étonnant. D'ailleurs, je me demandais, mais tu travailles avec beaucoup de Français, de personnes originaires de France dans ton entreprise? Ça dépend. Ben ça, mon premier emploi où j'étais dans une entreprise française, bah, forcément, il y en avait quand même Ouais. pas mal. Après, l'entreprise québécoise que j'ai fait, il y en avait pas du tout. Peut-être quelques-uns dans certains services, mais moi, je travaillais pas forcément avec eux. Moi, j'étais vraiment qu'avec des Québécois, Québécois francophones. Après, mon ancien emploi, là, j'étais vraiment, il y avait quelques Français, mais c'était beaucoup d'international. C'est-à-dire que moi, pendant 3 ans, j'ai travaillé tous les jours en anglais. Je travaillais vraiment qu'en anglais avec des gens. Il y avait des gens de mon équipe qui étaient basés au UK. Ouais. J'ai travaillé à un moment donné avec quelqu'un qui était en Nouvelle-Zélande, des gens en Inde, c'est beaucoup de gens aux États-Unis aussi. Donc, J'imagine pas le décalage horaire et les réunions à ouais, non. 20h le soir. Je me souviens, on faisait une réunion. Moi, c'était vraiment le soir, c'est vraiment fin de journée. Puis lui, c'était trop tôt le matin. Puis je trouvais que lui, il était le lendemain. Puis c'est quand même un peu particulier, mais c'est pas facile la Nouvelle-Zélande, hein. Dans une autre expérience, moi, je faisais des réunions avec des Américains, du coup, des gens de Boston et en général, on calait nos réunions à 16h en France et chez eux, il était peut-être, 9h-10h, donc ils venaient d'avoir leur café alors que nous, on était un peu fatigués, on allait dormir. Ouais, Du c'est coup, ils ça. étaient beaucoup plus dynamiques que nous et j'avais T'es pas, ce souvenir. t'es pas dans le même état d'esprit, je pense. C'est ça. Parfait et outre, la flexibilité et la hiérarchie, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise dans la culture d'entreprise au Canada? Euh,
Bon après tu as déjà parlé par exemple des congés, qui sont Mmh. différents par rapport à ce qu'on a en Europe. Heu, Mais mais ça, c'est que c'est moi, je dirais, c'est vraiment complètement différent, mais tout en étant quand même proche, là. Mais après, c'est vrai que, ben, je pense que c'est peut-être aussi les entreprises que j'ai parce que mon expérience en France, finalement, est quand même assez limitée, là. On s'entend qu'en Bretagne, tu étais c'est resté dans combien d'années, excuse-moi d'ailleurs? en France, à travailler, je pense 2 ans et demi, 3 ans, quelque chose comme ça. Donc, ben, on s'entend que maintenant, aujourd'hui, mon expérience québécoise Mmh. est beaucoup plus représentative que l'expérience française. Puis je suis arrivée aussi dans une grande ville, à Montréal, c'est une grande ville, c'est plus la Bien culture sûr. du 5 à 7, que je connaissais pas du tout. Après, je sais pas si ça se fait en France, là, d'aller boire un verre après ta je pense en France, on appelle ça de l'after work, là. Exactement. Au Québec, on appelle ça un 5 à 7, là, ne pas confondre avec, le type de 5 à 7 français, là, c'est pas du tout la même chose. On va juste boire un verre, avec les collègues, là, ça se fait quand même souvent. Ouais. Donc, avant le covid, c'était moi, je sais qu'à toutes les semaines, là, tous les jeudis, ça, il y avait le 5 à 7, on retrouvait les collègues et puis, c'était vraiment, vraiment très agréable. Top. Et bah, je t'ai demandé la question par rapport à si, enfin, je t'ai posé la question par rapport à si tu voyais beaucoup de Français dans les entreprises dans lesquelles tu travaillais, parce que, je voulais te demander s'il y a des conseils que tu donnerais à un professionnel de la data en France, ou pas forcément de la data, hein, mais de l'informatique en général, qui souhaiterait également travailler au Canada, au Québec, pour être plus précis. Est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais? Des choses à faire ou à ne pas faire? Heu, c'est juste que je viens de repenser à ce que tu disais sur le décalage et puis ça vient de me revenir. Je vais juste finir de répondre à Pas de celle-là, puis je vais problème, repasser. pas de C'est problème. ça, et quand tu m'as posé la question, je c'était pas revenu sur le moment, là, mais ça, en fait, c'est ce que j'avais remarqué, c'est qu'en France, on est très, OK, tu sors de quelle école? Ouais, C'est très omniprésent, genre, ah, tu je sais, suis tu as fait la d'accord. bonne école, et cetera. Plus qu'au Québec, c'est vraiment plus, OK, qu'est-ce que tu sais faire? Et puis, on n'hésite pas à dire, bah, tu sais, quand la personne est capable, tiens, je vois qu'elle est capable, tu sais, elle enchaîne bien, et cetera. Bah, tu sais, je vais lui proposer quelque chose d'autre. Comme, tu sais, moi, on m'a proposé plusieurs jobs, là, qui, des fois, avaient pas forcément de lien, mais c'est plus sur l'expérience professionnelle et puis qu'est-ce que tu sais faire et puis comment tu sais le faire là. Puis c'est pas grave si tu as fait complètement autre chose dans tes études, si tu es capable de faire ça aujourd'hui, bah vas-y. Donc On accorde peut-être moins d'importance au diplôme et à l'université, par exactement, rapport à ouais. l'expérience professionnelle et qui prime au Mmh. final surtout, et Mmh. je suis totalement d'accord avec cette mentalité d'ailleurs. Moi, je trouve ça fou que, en particulier en Europe, qu'il y ait des gens qui ont 20, 30 ans d'expérience dans le monde professionnel, qui se présentent encore avec leur diplôme, l'école qu'ils ont faite. C'est Heu, ça, c'est c'est, c'est qu'on va c'est préférer très peut-être étonnant. engager, quelqu'un qui est pas super bon, mais oui, il a fait la bonne école, que quelqu'un, oui, il a pas fait l'école dans le domaine et puis mais il est capable parce qu'il a plusieurs années d'expérience, là. Mais parce que ça, je pense, c'est plus le rentrer dans les cases, c'est-à-dire qu'en France, je pense, faut rentrer dans certaines cases, là, puis si tu rentres pas dans les cases, tu sais, Mmh. OK, j'en fais quoi? Et puis que je pense, tu as plus aussi peut-être de liberté de pouvoir, t'exprimer, puis d'essayer, puis de voir ce qui marche pas. Mais pour donner une note positive à ce sujet-là, je trouve quand même que les mentalités ont tendance à changer en France, qu'on regarde de plus en plus, l'expérience Mmh. par rapport au diplôme universitaire, et c'est donc une très bonne chose pour moi. Enfin, Moi, bah, c'est vraiment intéressant d'entendre ça parce que c'est vrai que surtout tu sais, moi, ça fait presque 10 ans, là, donc tu sais, je sais plus exactement ce qui se passe là en France, là. J'en ai aucune idée. Puis c'est ça, moi aussi, c'était sur mon expérience où, tu sais, j'étais junior, je sortais de l'école, donc tu sais, ça avait aussi beaucoup d'importance à ce stade-là de ma carrière. Puis pour revenir, c'est ça, désolée pour la petite, pas de digression, problème. mais pour revenir, aux conseils que je donnerais, déjà commencer par bien vous renseigner sur les conditions d'immigration, donc visa de travail, et cetera, parce que ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé les derniers temps, c'est beaucoup plus fermé, donc de vraiment bien, bien se renseigner de ce qui est possible, et cetera. Et puis moi, ce que je conseillerais, ben ça, c'est plus de manière générale. Ce que je conseillerais aux gens puis moi, c'est comme ça que je l'avais vécu un petit peu mon expatriation, c'est d'y aller vraiment, de pas se dire, je vais ici parce que ah ouais, ça c'est trop bien, et cetera, ou j'aime pas ça en France, ou moi j'étais vraiment y aller, je veux une expérience. Puis j'étais vraiment
page blanche et je me dis: «OK, je verrai ce que je trouve sur place là», puis sans C'est a ça. priori, sans me dire que ça va être génial ou sans avoir d'idées préconçues parce que je pense que, c'est là qu'on a le plus de déconvenues finalement, donc de rester vraiment très, très ouvert. Moi, je Sortir conseillerais de sa zone de personnellement. confort. Ouais. Puis je conseillerais peut-être pas forcément d'aller au Québec, mais peut-être plus aller ailleurs dans le Canada, parce qu'aussi c'est beaucoup plus facile l'immigration là-bas. Parce que le Bah, Québec est vraiment, c'est vraiment très particulier. en parlant de ça, bah, je pense que, c'est peut-être ce que tu allais mentionner, mais, moi, ça m'est déjà arrivé de recevoir des messages sur LinkedIn d'un compte lié à l'immigration au Canada. J'avais Mmh. déjà cliqué sur le lien juste comme ça par curiosité et de ce que j'avais lu, en fait, on me proposait un visa pour aller travailler au Canada. Par contre, ça n'incluait pas le Québec, c'était que certaines zones et du coup, j'imagine que c'est ce que tu allais mentionner. Ouais, c'est ça, c'est que le Québec, c'est en fait, au Canada, c'est des provinces. C'est un petit peu comme le même système des États aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il Ouais, y a des choses qui se font au niveau du pays, donc du Canada, mais il y a des choses aussi en termes d'immigration qui se font au niveau de la province. Et puis je pense que je peux peut-être dire un petit peu, en parler un petit peu, c'est que puis moi je peux peut-être aussi parler un petit peu moi de des différentes étapes par lesquelles je suis passée. C'est que moi je suis arrivée avec un visa de travail temporaire. Puis ça c'est pas mal au niveau c'est plus au niveau il y a un petit peu de niveau Canada et niveau Québec, mais ça dépend des visas. OK, Et puis, après, on a ce qu'on appelle la résidence permanente. Donc là, c'est un petit peu comme la green card aux États-Unis, c'est-à-dire que, OK. tu as le droit, tu as ton titre de séjour, sur le territoire. Ça relève pas mal de la province. C'est-à-dire que, dans les autres provinces, ils ont ce qu'ils appellent, l'entrée express, si je me souviens bien, et puis en 6 mois, tu peux avoir ta résidence permanente. Au Québec, nous, ça nous a pris 3-4 ans pour l'avoir parce que tu as Ah oui. vraiment des règles particulières qu'il faut respecter, des dossiers particuliers à remplir, etc. Parce que ça, ils veulent s'assurer que tu parles français, que tu es dans une catégorie d'emploi qui marche bien, etc. Et après, tu as la citoyenneté où là, c'est vraiment au niveau du Canada. Puis je trouve que personnellement, la résidence permanente a été beaucoup plus difficile à avoir que la citoyenneté. C'est 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 un petit peu c'est pour ça faut vraiment bien se renseigner parce que ça, le Québec a des règles très particulières qui sont beaucoup moins souples que certains États. Donc des fois, ça peut être intéressant si on veut vraiment vraiment le Québec, là, de se dire je vais commencer par aller dans une autre province et puis après peut-être aller au Québec une fois une résidence permanente arrivée. Mais je dis de vraiment bien se renseigner parce que c'est ça. Moi, le parcours que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai mon visa temporaire, je peux embarquer dans une résidence permanente et après la citoyenneté, il est un petit peu cassé, là, et puis il y a des programmes qui n'existent plus, et puis c'est beaucoup plus difficile de Ouais. s'installer sur le long terme. Avoir des PVT ou des visas temporaires, c'est encore possible, ça se fait, je pense, relativement bien, mais c'est la partie après, si tu veux aller plus loin, où là, en ce moment, c'est vraiment très compliqué. Donc tu recommanderais pour une personne qui souhaite s'expatrier au Canada de regarder peut-être au niveau des autres provinces, à part le Québec? Heu, Ouais. Ils auront plus de chances, de d'atterrir là-bas. Après, je pense que ça dépend vraiment je peux pas donner vraiment plus Ouais, bien sûr. de conseils parce que ça va vraiment dépendre de la situation, de l'emploi, c'est vraiment très, très particulier. Puis je pense, moi, je mettrais en garde un petit peu. Je sais que ça se fait toujours, tu sais, sur les réseaux, etc. Ils disent, ah, venez au Canada, etc. Immigration Canada au Québec, là, ou avec les Journées Québec, etc. Euh, pour l'avoir vécu avec mon conjoint qui est passé justement par les Journées Québec et puis qui a été recruté via comment dire, ce canal-là. Oui, ce qui promettait entre guillemets à l'époque et ce qu'il y avait, pour nous, c'était vraiment la réalité. Ça a Ouais. vraiment été génial. J'ai l'impression qu'ils ont toujours un petit peu le même discours dans leur promotion, mais de faire attention parce que c'est plus la réalité de ce qu'il y a quelques années. Donc, puis après, le monde est grand. C'est ça, vraiment rester ouvert et puis selon Ouais. les opportunités qui se présentent. Je pense que ça peut être une bonne idée de démarrer par un VIE, par exemple, Oui, ou alors d'un visa de travail temporaire juste ouais. pour pouvoir, peut-être tâter le terrain sans forcément être trop engagé et voir si ça nous plaît.
Mais c'est ça, le VIE a vraiment cet avantage-là aussi. Il a d'où l'avantage, c'est-à-dire que tu restes dans un cadre qui est fixé, mais aussi il a l'avantage de. C'est ça, ce qui est un peu compliqué aussi au Canada, Québec, c'est la première expérience québécoise. Ouais, C'est-à-dire que tu peux avoir, à moins d'être vraiment dans une niche particulière où ouais, là on a besoin de monde et puis on passe outre parce qu'on a besoin, mais s'il y a un petit peu de concurrence québécoise, on va dire, ben, ce qui va se passer, c'est que ben, ça, eux, ils veulent savoir ben, qu'est-ce que tu es capable de faire. Hein, puis c'est ça, la fameuse première expérience québécoise ouais, est quand même très importante. Donc le VIE, ça permet de l'avoir sans passer par le classique tout à fait. recrutement classique québécois. Donc en fait, tu t'évites ce piège-là, puis tu gagnes ta première expérience. Donc, c'est quand même vraiment très très intéressant. Ouais. Tu as réussi à faire d'une pierre deux coups. C'est ça, exactement. Puis il faut pas hésiter aussi, je dis ça, cette histoire de première expérience, de se dire, bah, tu sais, tu vas peut-être pas commencer à faire exactement ta job comme tu la faisais en France, mais le but, c'est de vraiment de rentrer, et puis, tu sais, c'est ça, eux, une fois qu'ils voient que tu sais, ce que tu sais faire, bah, tu sais, tu vas pouvoir après remonter, puis finalement retrouver un job qui correspond plus à ce que tu savais faire en France. De pas hésiter de se dire, bah, tu sais, je reste ouvert, puis je commence pas forcément par ce que j'ai l'habitude, finalement. Ouais. Et puis j'imagine aussi que le temps de s'adapter aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en Ouais. considération. Comme tu l'as dit, c'est pas exactement le même monde du Mm. travail, il y a pas mal de différences et ça peut peut-être surprendre un peu au départ. Ouais, bon, maintenant à Montréal, il y a quand même beaucoup de Français. Là, moi, j'ai vu dans ben, Mmh. mon emploi actuel, là, il y en a quand même beaucoup des Français, donc je pense aussi ça aide aussi un petit peu à se familiariser plus facilement. Parfait. Bah, je te remercie Anne-Laure pour tous ces commentaires sur le Canada, Ouais. c'était super intéressant et Puis je oui? suis désolée là, mais juste rajouter une Bah, petite pas de chose. problème, avec plaisir. C'est puis là, c'est vraiment plus tech là pour le coup. C'est que, au Québec, il y a beaucoup d'incentives là pour les entreprises, que ce soit fiscales ou en aide. Où avant, c'était plus recherche et développement. Donc, tu sais, si tu faisais du développement, et cetera, ça rentrait dans les cases, c'était bien. Puis là, ça a vraiment tendance à shifter sur l'intelligence artificielle. Ouais, Donc, je pense quelque chose qui maintenant peut vraiment démarquer, c'est vraiment l'intelligence artificielle, parce que, bah, ça va rentrer dans ces cases d'incentive, et puis, ben, c'est ça, c'est un gros plus là finalement. Donc, ouais. Donc tu penses qu'en en travaillant dans un domaine qui a un peu le vent en poupe comme l'IA, comme tu c'est viens de ça mentionner, ça exactement, peut nous permettre de mettre plus de chances de notre exactement. côté pour atterrir dans un job au Canada. Mmh. Top. Il y en a beaucoup qui font ça via les thèses, je crois, les thèses universitaires, les Oui, oui. PhD. Mmh. Oui, c'est ça, je pense c'est pas mal de gens où justement ils vont finir leurs études au puis C'est c'est ça ça, comment ils commencent, et puis après finalement ils embarquent, ouais. sur le J'ai quelques connaissances qui ont fait ça, pas forcément au Canada, mais en gros qui ont fait leur mmh. master en France ou leurs études d'ingénieur et qui ensuite ont enchaîné avec un PhD dans le pays dans lequel ils voulaient s'installer. États-Unis par exemple, le Canada aussi, mais même d'autres pays en Europe et voilà, ça peut aussi être une piste intéressante. Mmh. Parce qu'aussi, il y a beaucoup de postes de PhD qui sont ouverts, pardon, bah, notamment dans les domaines que tu as mentionnés, enfin dans l'IA par exemple, mais même dans d'autres domaines qui sont un peu à la mode, on va dire, comme le cloud computing ou Mmh. l'informatique quantique par exemple. Voilà. Parfait. Merci encore Anne du coup pour, toutes ces informations sur le Canada. Je pense que ça va en intéresser plus d'un. Et bah, je voulais parler maintenant de bah, j'ai mentionné au départ que tu es arrivé finaliste au Mmh. Power BI World Championship, édition européenne et je voulais qu'on parle un peu de tout ça et avant de commencer, est-ce que tu peux d'abord commencer par expliquer ce qu'est cette compétition pour les Bien personnes qui sûr. ne connaissent pas encore? Bah, c'est Microsoft depuis bah, c'est quand même assez récent, ça a Ouais, commencé, l'année dernière. C'est qu'en fait, Microsoft là, ils vont avoir, bah, le FabCon là, la conférence Fabrics Power BI. Puis maintenant je tout à pense fait. SQL aussi a été Ouais, intégré, dedans. Ils en ont un aux États-Unis, c'est à peu près au mois de mars, et puis une autre version européenne, à l'automne. Puis c'est ça, à partir de l'année dernière, ils ont commencé justement dans le cadre de cette conférence de proposer un championnat du monde de Power BI, de data viz. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des rounds préliminaires où ils vont sélectionner quatre personnes qui vont se disputer une finale live au Fabcon devant un public où on doit, c'est ça, compétitionner pour le titre de champion du monde. et comment vous êtes sélectionné du coup? Euh,
comme c'est les débuts encore, ils cherchent Ouais. encore un petit peu la meilleure méthode, mais en général, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des, des rondes qualificatives où c'est ça, et ce qui se passe, c'est que à chaque semaine, ils vont fournir un dataset, on doit faire un rapport, et puis à chaque semaine, ça, ils choisissent le meilleur. Et puis c'est ça, donc on finit avec quatre finalistes. Moi, le mien était un petit peu plus particulier parce que finalement, ils avaient fait juste une ronde qualificative et ils avaient choisi les quatre meilleurs. OK. Donc c'est ça. Est-ce que Puis, tu peux du coup nous raconter ton parcours ouais, lors de l'édition 2025 où tu es arrivé finaliste? Donc encore c'est ça. félicitations d'ailleurs à ce sujet. Merci. Est-ce Ben que tu peux déjà, nous moi, révéler tes j'avais secrets? les petits secrets. Je pense que c'est beaucoup de persévérance parce que Ouais, j'avais participé aux rondes qualificatives je pense que j'en ai fait 3 sur 4 à celui qui avait eu pour le FabCon de Las Vegas là, au mois de mars. J'étais ouais. arrivée deuxième à une ronde qualificative, donc j'étais vraiment pas loin. Puis j'ai souvent été dans les favoris des juges. Et en fait, je devais pas participer à celui qui pour le FabCon de Vienne. OK. Donc celui où tu es Et arrivé parce que finaliste? ouais, parce qu'en fait, ben mine de rien, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Puis c'est ça, moi j'ai une job à temps plein, j'ai un enfant, j'ai une famille, donc on s'entend que c'est quand même, ça prend beaucoup de temps. Et ça, je me suis dit, ah, ça prend beaucoup de temps, je vais pas le faire, etc. Mmh. Puis je pense que, et puis là, c'était pendant 2 semaines qu'on pouvait faire le rapport pour les qualifications. Je pense que c'est écoulé une semaine et à la fin de la première semaine, j'ai eu une conversation avec quelqu'un du monde de la communauté et tout ça, puis qui avait suivi mon parcours dans les autres qualifications pour la phase d'avant, puis qui était là, j'ai hâte de voir ce que tu as fait, etc. Puis là, je lui dis, bah non, je vais pas participer. Et puis elle me dit, oh, mais non, c'est vraiment dommage. Tu sais, tu te plaçais vraiment bien, tu as vraiment tes chances. Et puis là, ça se met des petites graines dans ma tête. Puis je suis là, oh, je vais aller regarder c'est quoi le sujet. Puis là, j'étais regarder le sujet, puis ah oui, j'ai des idées, puis tout ça. Et puis finalement, en moitié moins de temps qu'il y avait pour la qualification, j'ai sorti un rapport, puis je l'ai envoyé, puis c'est ça. Finalement, j'étais dans les 4 finalistes, donc ça c'était genre waouh. Donc ça, quand on est finaliste, on est invité par Microsoft à la conférence, là, puis ils nous payent aussi les nuits d'hôtel. Donc là, direction, en plus ça se trouvait bien, à ce moment-là, j'étais en France, donc je me dis, mais j'ai juste à aller À jusqu'à Vienne, c'est Vienne. pas trop loin. Donc c'est ça, je suis allée à Vienne et puis c'est ça, disputer la finale et puis c'est juste honnêtement, c'était incroyable. Déjà incroyable par rapport aux gens que j'ai rencontrés là, Mmh. les autres finalistes qui étaient avec moi, donc Paolo, Daniel et puis Yasutero aussi, français, que je salue si jamais ils ils passent par là, que vraiment des rencontres exceptionnelles. Et puis je peux parler un petit peu aussi comment se déroulait la finale parce Avec que plaisir. c'est vraiment très incroyable, ça. Tu as un amphithéâtre, puis tu dois compétitionner devant le monde. Et ça, déjà, moi, j'arrive et puis bah, tu arrives avant que le monde arrive dans la salle, etc. Puis tu vas backstage pour qu'on t'explique, OK, on va te mettre un micro, ces petits micros là que tu Ouais, vois les gens quand ils font des conférences. Là. Puis c'est ça, tu arrives là, puis en fait, en coulisses, c'est Adam Saxon là, de Guy ouais. in the Gain Cube a qui est Cube. là. C'est lui qui faisait la régie, puis c'est lui qui t'explique, OK, on va faire ça et ça, tu sais, genre, moi, ça fait des années, tu sais, que je regarde Guy in the Cube, donc je suis là, déjà, t'as des étoiles dans les yeux, là, On a le et Star puis, Shock, ouais, c'est ça, genre, je m'attendais pas, je fais, ah, bonjour, je je regarde en vidéo depuis des années. c'est ça, là, en mode fan, je vous adore, mais vraiment adorable. Puis c'est ça, après, on est installé sur une table, là, on a notre petit laptop, et puis on n'a qu'un écran, petit laptop, et puis pendant 20 minutes, c'est ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'une semaine avant, ils nous donnent un dataset, OK. et on doit, bah, ça en montre quand même notre modèle de données, nos mesures, etc. Par contre, le jour où on arrive, nos pages, elles sont blanches. Il n'y a rien encore sur les pages. Et là, on a 20 minutes pour reconstruire notre OK. rapport pour pouvoir le présenter. 20 minutes. C'est quand Donc en même partant du modèle sémantique et tout, hein, c'est, OK. exactement. Donc, tu sais, il faut bien réfléchir. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que tu vas pas exactement le faire comme tu le ferais dans la vraie vie ou en Ouais. phase qualificative parce que t'as que 20 minutes pour le faire. Donc, tu sais, tu Tu le fais en penses tes version mesures, accélérée. tu penses pour se dire, ben, ça va être rapide à faire, puis tu fais tes choix en fonction parce que tu dis, ben, c'est sûr que ça sera plus rapide de le faire comme ça que de le faire d'une autre manière. Donc, puis c'est ça. Là, t'as le chrono qui part et puis c'était euh, Stéphanie Bruno là de Data Witches et puis euh,
Patrick Leblanc qui présentait ça. Ouais. Donc ça, toi, puis moi, j'avoue, quand j'ai commencé, j'avais la main ma souris, elle shakait là. J'imagine, avec tout C'est le monde autour et les c'est 2 gars ça, de GameCube. c'est quand même stressant, puis c'est vraiment drôle parce qu'en fait, toi, tu es sur ton écran, puis derrière toi, tu sais, ils projettent différents candidats en fonction des moments. En fait, Ouais. c'est Patrick Leblanc là qui regarde derrière toi. Puis moi, j'avais mis de la musique, mais je l'entendais. Il dit puis moi j'étais number one et puis il était là, ouais, switch to number one. Mais en fait, à chaque fois qu'il disait switch to number one parce qu'il y avait des choses intéressantes, moi à chaque fois c'était le moment où je changeais de page pour arriver sur une page blanche. Donc je pense que ça l'a fait 2 fois où ça s'affichait, puis finalement il y avait une page blanche. Mais c'est ça, donc j'ai fait mon petit rapport et puis c'est mon collègue Paolo qui a gagné parce que je sais pas si tu as eu l'occasion de voir son rapport, mais ça lui faisait flipper des pays dans son rapport là, avec du HTML. Donc j'avoue que l'effet wow là c'est quand Je me même souviens que c'était un dataset sur, l'Europe, je crois. Enfin, le l'Europe thème, c'était, exactement. l'Europe. Café et chocolat là. OK, et je me souviens que ton rapport, c'était sur les hobbies, je crois, si je dis pas de bêtises? Ah oui, ça c'est les qualifications, Ah, c'était les c'était sur qualifications, autant pour moi. la participation culturelle, ouais, en Europe. Et OK, puis c'était les la qualité qualifications. de vie ou ça, je pense que c'est ça. Je me rappelle que j'étais tombé sur le rapport, je crois que sur un post LinkedIn, j'ai vu ça. Mmh. Mais oui, en effet, tu enfin, elle est quand même marrante l'organisation. On doit le préparer en amont et c'est le jour de la compétition, on doit le reconstruire en 20 minutes. Donc Exactement, ouais. c'est vraiment un exercice de rapidité, et puis j'imagine avec le stress de Patrick Leblanc Ouais. qui demande à switcher sur ton écran et tout, Ouais, ça, tu ça le a dû sens être derrière original. toi là, puis il dit: «Yeah, number one», puis là, Et puis mais je pense si que c'était aussi une chance immense en termes de visibilité, de pouvoir partager son travail avec, mmh le monde entier, surtout, tous les experts Power BI Fabric réunis à cet événement. c'est ça. Après, pourquoi j'ai commencé personnellement les concours, c'est que, ça, j'aimais beaucoup faire de la data viz dans mon travail, mais tu peux pas le partager parce qu'on s'entend que, voilà, les Ouais, tableaux de bord, ils sont confidentiels, donc puis je me dis: «C'est dommage parce que j'ai une compétence et que j'aime faire ça, mais je suis pas capable de le montrer au monde». Donc c'est pour ça que je me dis: «Ah les concours, c'est génial, ça va me créer un petit portfolio et puis comme ça, le monde va pouvoir voir ce que je fais». Je m'attendais pas à arriver à ce niveau-là, mais honnêtement, c'est vraiment une super expérience. Personnellement, je le conseille vraiment, même aux gens qui se disent: «Oui, j'ai pas le niveau pour arriver en finale ou gagner ou et cetera». Moi, je l'avais pas non plus au début quand j'ai commencé, mais c'est tellement intéressant d'avoir le dataset et puis de pouvoir jouer avec et puis de ouais. voir finalement à chaque fois, tu vois aussi ce que les autres font, tu peux t'inspirer et puis, finalement ça te fait grandir. Donc même si tu es pas dans les finalistes, c'est quand même un exercice qui est vraiment très, très intéressant. C'est un bon moyen de s'exercer au final. Exactement, ouais. Non, non, je le recommande vraiment. Puis moi personnellement, ça m'a fait rencontrer la communauté Ouais. moi je trouve elle est vraiment extraordinaire là, puis c'est vraiment, le FabCon là, tous les gens que j'ai pu rencontrer, c'est vraiment fou là. J'avoue, moi j'y repense avec des petites étoiles dans les yeux. C'est vraiment extraordinaire. Mais du coup, justement, est-ce qu'on te reverra à la FabCon de Barcelone fin septembre? Est-ce que tu vas tenter ta chance à nouveau ou alors tu vas dire: «Oh, j'ai peut-être pas le temps», et peut-être qu'une semaine Heu, avant, finalement, tu vas changer d'avis? non, là je pense que je vais y participer, Ouais. mais ça sera la dernière fois que je participerai, ouais, à un championnat. Donc je vais croiser les doigts, espérons que je puisse avoir une place en finale. Ça serait vraiment, moi je serais super, super contente là, mais c'est Je jamais croise les doigts garanti. pour toi aussi. Ouais, c'est jamais garanti là, puis il y a quand même vraiment des bons candidats. Mais je vais essayer, puis c'est ça. Moi, ce sera ma dernière participation parce que je pense que, déjà ça prend beaucoup de temps. C'est vraiment Ouais, très chronophage et puis je pense que dans ma progression, je pense que je suis arrivée aujourd'hui probablement là où je voulais me rendre avec ça. ouais. Donc je me dis je vais faire vraiment la dernière participation pour le fun et puis comme j'ai fait une petite formation, certificat en design aussi, je me dis je veux l'appliquer et voir ce que ça donne, mais je pense qu'après j'aurais probablement obtenu tout ce que je voulais obtenir de ces concours-là. Mais je pense que je vais essayer d'aller, même si je suis pas finaliste, d'aller à Barcelone quand même. Bah, peut-être même qu'on pourra se voir, C'est vraiment le fun, non? si jamais de mon côté c'est officiel aussi ou pas. Ce qui ne Mmh. l'est pas encore. Et puis sinon, en parlant de conférences, moi je serai par contre, ça c'est confirmé, à Paris au mois de juin pour, je pense que c'est les Fabrics, Ouais, Database. bah, Donc, je serai là. je vais même faire une présentation ce jour-là, donc ça Ah sera bon. avec grand plaisir.
Mais on de pourra te rencontrer. se rencontrer puis se faire Et un petit coucou avec grand plaisir. et en plus, c'est le jour de mon anniversaire. En plus, bah Parfait. Bah, merci encore pour, ce petit, témoignage, j'ai envie de dire, des Power BI World Championship. ouais, C'est vrai que puis c'est un juste sujet pour, encore assez oui, excuse-moi? ouais, non, juste pour finir pour ça aussi, ce qui est vraiment le fun de participer et d'aller en finale, c'est Ah pour ces oui, petites la choses-là. f la fameuse basket, La la Air fameuse Force basket, je sais Fabric. pas si on voit là le petit fabrique là, donc j'ai pas osé encore les porter. Je sais pas si je vais les porter un jour, mais Ah, je elles te sont conseille vraiment de les cool. garder en collection, à mon avis, Ouais, ça va c'est ça. prendre de la valeur ça, c'est, c'est une pièce de collection. Tu pourras la revendre aux enchères 20 ans après. Non, C'est je ça, plaisante. dans 20 ans, je les revendrai. Mais oui, bravo à toi pour cette paire collector. Je me rappelle que Merci. j'avais participé à un concours, moi, sur, le Teams de Microsoft pour gagner une paire comme ça et je l'ai pas gagné. Mais, je l'avais vu et je me suis dit: Un jour je l'aurai», j'étais comme, Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, Mon précieux. À sa place, j'ai eu des stickers par contre, bon, je les ai pas à Ouais, non, côté mais, les stickers sont nice aussi. parfait. Alors ensuite, j'ai préparé une petite série de questions de retour Mmh mh. d'expérience sur, ton parcours et des conseils que tu pourrais donner à la jeune génération ou pas forcément d'ailleurs. Je voulais te demander, est-ce qu'il y a eu des moments charnières dans ton parcours, des choses qui ont vraiment tout changé? Heu, J'aime bien appeler ça des effets papillons moi, comme on aime bien Mmh. le dire en français. Beh, c'est ça, il y a vraiment, moi je pense un moment charnière, il y a vraiment des gros, gros moments charnières où, tu sais, j'ai l'arrivée au Canada qui a vraiment été un moment Ouais, charnière. c'est clair. Puis les championnats aussi parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça m'a ouvert tellement de choses et puis ça, je commence aussi à poster dans LinkedIn, au début c'était via ça, puis après je me dis: «Tiens, je peux parler plein d'autres choses en data viz». Puis j'ai l'impression que c'est un moment charnière. Je sais pas ce qui va ressortir de ça, mais j'ai l'impression que c'est un moment charnière finalement les championnats. Mais je sais pas encore ce que ça va donner, mais je le sens là. Puis sinon, moi j'ai aussi un autre moment charnière, c'est que dans un de mes travails, j'ai pu participer à ce qu'on appelle l'effet A. Ça, c'est vraiment plus féminin, c'est-à-dire que c'est pour les femmes dans le monde du travail où justement c'est une sorte d'un petit peu de bootcamp où on va, c'est ça, retravailler parce que c'est vrai que en tant que femme, tu sais, on a un petit peu il y a un petit peu, c'est pas des préjugés là, mais c'est quand on est une petite fille là, faut être la bonne élève, faut être sage, et C'est cetera. ça. Puis dans le monde du travail, il faut réussir à le déconstruire Ouais, parce que on l'a intégré puis on a toujours tendance à se comporter un petit peu avec ces choses-là. Puis je trouve que ça m'a vraiment déconstruit ces choses-là. Puis ça m'a déconstruit aussi bon, je suis toujours un petit peu des fois, mais le syndrome de l'imposteur, et cetera. Donc je pense que ça, ouais. moi, sur ma croissance personnelle, je trouve que les faits en tant que femme, ça m'a vraiment fait progresser puis vraiment avancer. Donc, honnêtement, s'il y a mesdames qui pouvaient regarder cette vidéo, je sais que ça se fait au Québec, ça se fait aussi en France, parce qu'il y avait des Françaises avec moi dans ma cohorte. Donc, on pourra peut-être mettre les liens. Je pense que c'était vraiment, vraiment très intéressant à faire. Ce qui ressort beaucoup sur ton parcours, Anor, au final, c'est que tu es quelqu'un qui est beaucoup sorti de sa zone de confort, en fait. Tu Mhm. as fait beaucoup de sauts dans l'inconnu. Tu as parlé du Canada, les Power BI World Championship, les différents événements auxquels tu as pu participer. Au final, c'est peut-être quelque chose que tu recommanderais aux gens parce que je pense vraiment que c'est qu'en sortant complètement de sa zone de Mm. confort, en allant, dans l'inconnu que, bah, qu'on apprend, qu'on évolue, qu'on s'élargit, qu'on s'ouvre l'esprit en final. C'est exactement ça, en fait. Moi, personnellement, je trouve que on grandit vraiment plus, ça, en sortant de sa zone de confort. C'est pas forcément toujours agréable, mais on en ressort grandi à chaque fois, même si c'est finalement ça marche pas, mais on en apprend aussi énormément, sur nous, donc puis c'est comme ça qu'on grandit, donc hésitez pas à puis je suis quelqu'un aussi de très persévérant, c'est-à-dire que moi, c'est ça: «OK, la porte elle est fermée, bon, est-ce qu'on peut passer par la fenêtre?» Est-ce que c'est donc faut pas hésiter aussi et puis je pense C'est que ça, j'aurais une petite anecdote là-dessus, pour finir, on pourra en avec parler, mais plaisir. de vraiment être persévérant parce que c'est ça, puis de pas se formaliser ou par des noms, de se dire: «Bah, Ouais, OK, qu'est-ce que je peux faire peut-être pour m'améliorer?» puis revenir, là-dedans ou pourquoi j'ai eu un non? Ah oui, c'est peut-être parce que fallait que je fasse autre chose ou vraiment c'est vraiment pas personnel, c'est vraiment de se dire, c'est plus situationnel de se dire: «Bah, OK, j'ai des noms où ça marche pas, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire pour, rebondir? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux?» et cetera. ouais. Quelque part, essayer de forcer son destin peut-être. Un petit peu, ouais.
Moi, je pense que c'est ça, il y a une partie de forcer le destin, mais une forte partie de chance aussi et que donc Ouais, c'est un vraiment un mélange petit de savant tout. mélange que tu peux pas forcément toujours deviner. Puis c'est ça aussi qui est intéressant, c'est les petites surprises de la vie qui font qu'il y a des opportunités qui arrivent et puis que tu t'y attendais Ouais. pas, ouais. Et avec le recul, avec toute ton expérience, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait le plus progresser, on va dire? Peut-être, ça peut être les Power BI World Championship où tu as pu peut-être appliquer, tout ce que tu savais déjà ou alors des expériences passées, des choses que tu recommanderais aux auditeurs qui nous écoutent pour, eux aussi se développer et apprendre davantage? Ouais. Bah, déjà, bah, je trouve que personnellement, les World Championships m'ont fait vraiment, vraiment grandir en termes, tu sais, techniques et cetera. Hem, Puis maintenant d'ailleurs, il y a des concours, je pense qu'ils en ont fait un sur les notebooks, il y en a ils essayent d'élargir et pas de rester juste dans la data viz, donc ça aussi c'est intéressant si jamais c'est pas votre truc la data viz, mais qu'il y a d'autres choses qui pourraient vous intéresser, restez un petit peu au courant parce qu'il y a des petites choses qui se passent, Il y en a pour moi je tous les pense goûts. qu'il m'a f excuse-moi, j'ai pas Je entendu. dis, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, c'est ça. Mais je pense qu'il m'a fait le plus grandir, moi je pense que c'est vraiment les autres, d'être au contact du monde et puis d'être vraiment Ouais. une éponge et de se dire, bah, tu sais, c'est ça, parce que parfois je trouve que en entreprise, nous qui sommes du côté un petit peu technique avec notre nouvelle technologie, et cetera, on voit des gens, on est, oh, ils utilisent encore du Excel, ta. Bah après déjà, leur solution souvent elle marche bien, mais C'est c'est pas les ça. plus optimales, elles marchent bien, mais faut se dire que derrière ces personnes-là, c'est des personnes qui ont tellement de savoir sur la business, qui ont tellement de savoir sur des petites choses que nous, on connaît pas forcément. Donc, c'est vraiment c'est d'écouter les gens. Je pense dans les entreprises, surtout les personnes, ça fait un moment qu'elles sont là, genre, de vraiment les écouter parce que Ouais. c'est leur savoir, c'est de l'or en barre, là. C'est vraiment très, très intéressant. Ouais. Être à l'écoute des autres, avoir leur feedback, Exactement. c'est un Mmh. très bon moyen Et de que progresser. c'est ça. Tout se passe pas finalement, surtout quand on est junior, on se dit: «Ah bah ça, j'ai appris telle technique, j'ai appris tel outil», mais qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en dehors de notre écran et en dehors C'est des ça. outils. Parce qu'on peut avoir les plus beaux outils du monde si les gens, les utilisent pas ou n'adhèrent pas, ben, Ouais, c'est d'où l'importance de discuter au final avec les utilisateurs métiers et cetera pour bien cerner leurs besoins. exactement. C'est vrai que nous, les personnes qui travaillons dans la technologie, dans la technique, parfois on a tendance à se limiter au Mmh mh. développement, à la partie technique, alors qu'en vrai on devrait s'ouvrir l'esprit et vraiment discuter avec les gens du métier, avec les différents collaborateurs pour bien cerner les besoins et moi je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait vraiment la différence, typiquement dans le consulting, entre un bon consultant et un consultant qui peut-être, fait l'impasse sur les connaissances métiers et cetera. Mmh. Puis souvent, ce qui va arriver dans mon travail, c'est que, tu sais, il y a la théorie où oui, on est supposé faire ça exactement de telle manière, mais de rester un petit peu flexible parce que, ben, tu sais, cette manière-là, elle s'adapte pas forcément exactement comme ça à Ouais, telle ou telle entreprise ou telle personne. parfait. Et si tu devais recommencer depuis zéro, depuis, l'époque, l'année où tu es sorti de l'UBS, donc l'Université Bretagne Sud, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Je dirais non parce que moi, honnêtement, je suis vraiment j'aime où je me suis rendue avec toutes mes petites erreurs, toutes mes petits Ouais, tu sais, toutes ces petites choses-là, donc non, j'avoue, je referais exactement la même chose. Par contre, ce que je me dirais peut-être à un moi plus jeune, c'est que, bah, en fait, on n'a pas besoin que ce soit parfait. Faut juste que ouais, ce soit fait. C'est ça. c'est ça Mmh. et on aura le temps de le peaufiner plus tard. C'est ça exactement, ouais. Ouais, c'est une philosophie que je partage aussi. C'est vrai que quand on se lance dans un nouveau projet, ou quoi que ce soit, on veut que ce soit parfait dès le départ, alors qu'on peut très bien juste faire en sorte que le Mmh mh. projet existe et le peaufiner au fur et à mesure, l'améliorer, C'est itérer ça. sur le projet et c'est en effet une erreur qu'on est beaucoup à faire, vouloir que ce soit parfait immédiatement, alors que, ce n'est pas obligé et voilà. Je te rejoins là-dessus et par rapport à ce que tu disais au fait de ne enfin, au fait que tu ferais tout pareil, je te rejoins aussi là-dessus dans le sens où je pense que c'est important de faire les erreurs qu'on a Mmh mh. faites pour pouvoir apprendre de ces erreurs et ne pas les refaire plus tard. J'ai cette Exactement. philosophie de vie de dire que les erreurs qu'on a évitées aujourd'hui, on va les faire plus tard quoi qu'il arrive et c'est comme ça qu'on va apprendre et Mmh. qu'on ne va plus les refaire. C'est ça, beh, c'est ce que j'avais retenu finalement de l'EFEA où il disait, puis je pense on l'entend souvent, tu sais, c'est pas des erreurs finalement, c'est des leçons, puis il faut le voir comme ça.
Tout à fait. J'aime bien ce mindset. Alors, il me reste 3 dernières questions avant la fin. Mmh. Je voulais te demander d'abord si tu peux nous raconter une anecdote sur ton parcours ou ton rôle actuel. Ça peut être n'importe quoi, quelque chose que tu voudrais partager à la communauté. Mouais. Moi, en fait, ce que je partagerais bien, puis que c'est comme et puis je trouve que ça rejoint tellement ton petit effet papillon, Ouais, c'est de raconter un petit peu comment j'ai obtenu le VIE. Parce que je veux bien. j'ai juste dit que j'ai eu obtenu un VIE, mais en fait, j'ai vraiment laissé de côté tous les détails et puis je pense que cette histoire-là, elle est vraiment intéressante parce que ça va parler de persévérance, ça va parler de plein de petites autres choses. C'est que, c'est ça, moi j'ai eu un VIE à Montréal et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais appliqué à ce VIE-là, c'était à l'époque, c'était au mois de novembre 2016. Puis OK. déjà, ce que j'ai fait, c'est qu'ils cherchaient un comptable. Moi, je suis pas comptable, hein, mais dans mes recherches d'emploi, j'accorde assez peu d'importance au titre, en fait. Je vais toujours aller dans la description et puis voir un petit peu, parce que des fois, ils mettent des titres, mais tu sais, tu lis, non, Ouais. c'est pas ça. Donc, ça, j'ai lu la description, puis là, je dis, ah, ben, tu sais, ça colle, je coche les cases, là, puis ça marche bien, là, c'est ce que je veux faire. Donc, c'est ça, j'ai appliqué, et puis, j'ai eu zéro réponse, rien. Donc pas de réponse. Je dis: «Bon, OK». Puis entre-temps, ça, moi, mon conjoint avait trouvé, un emploi à Montréal et puis, bah, ça il était prévu de commencer dès qu'il avait son visa. Donc au mois de janvier, comme on était tous les 2 libres, on est allés à Montréal pour voir déjà si l'hiver nous plaisait là, si c'était pas vraiment rédhibitoire parce que c'est quand même assez particulier. Donc on C'est est combien de passé degrés d'ailleurs pour nous rappeler, l'hiver canadien? Ou ça à peut Montréal? aller jusqu'à -40, Ah heu oui, mais en général, l'hiver, mais les hivers sont vraiment tous différents, mais en général, ça va être entre -10 et -20. C'est à OK, peu près, grosso modo, c'est à peu près ce qui se passe, c'est ça. Mais des très bien. fois, on peut avoir, c'est arrivé, je pense, il y a 2 ans, là, 2-3 ans, il y en avait -42 degrés. Puis Ah ça a oui. pas empêché le monde de vivre sa vie parce que moi je me souviens, j'ai été emmener ma fille à la garderie à pied, aucun problème. C'est juste, bah, tu te couvres plus là, Ouais, on va dire c'est pas fait pour tout le monde et puis c'est très long là, on est rendu au mois de début avril, bah, ça là, on a du mal à être au-dessus des zéros, donc c'est un petit ouais. peu long. Donc c'est ça, on est allés au mois de janvier, passer un mois là-bas. Lui, ça lui a permis de pouvoir rencontrer sa future équipe et cetera. Puis moi de continuer mes petites recherches. Et puis c'est ça, je regardais tous les jours sur le site pour les VIE, puis là je revois exactement la même annonce arriver que j'avais vue au mois de novembre. Puis je me dis: «C'est fou». Puis je regarde et puis finalement au mois de novembre, le contact, c'était une RH en France. Puis je pense que c'est pour ça que mon CV était pas passé. C'est parce qu'elle a lu le comptable, elle a vu mon CV, elle a dit: «C'est pas un comptable» et puis elle a dû le tasser. Puis là, je voyais que c'était la personne en poste à Montréal qui était en contact et je me dis: «Non, là, faut que je retente là, une nouvelle personne, des yeux frais, il va se rendre compte que ça peut matcher là». Puis c'est ça, je postule, je pense que c'était 10h, 11h le matin. 14h, j'ai le téléphone qui sonne, il m'appelle, le responsable en me disant, «Bah, ça, j'ai vu ton CV, ça me plaît bien, est-ce qu'on peut se rencontrer?» Puis moi, je lui dis: «Bah, tu sais, là, je suis à Montréal, donc tu sais, on peut se rencontrer en vrai». Et puis là, il me dit: «OK, pas de souci, demain 8h, on se rencontre», genre c'était un peu fou là. Donc ça, le Cet lendemain alignement matin, des étoiles, ouais, c'est les arrivé tellement vite. Puis ça, le lendemain 8h, j'arrive là-bas, l'entretien se passe vraiment bien et puis à la fin, ça, je lui demande, bah, ça: «Est-ce que comment ça se passe pour la suite? Est-ce que je vais être contactée par les RH et cetera?» Il me dit: «Non, non, moi, c'est bon, tu es prise», donc déjà là, en moins de 24 heures, j'avais un VIE, genre juste comme ça, poignée de main, c'était assez exceptionnel, c'était quand même fou. Et puis, beh, ça, je pense à la fin, je lui pose des petites questions en disant: «Bah oui, ça, moi, j'avais appliqué au mois de novembre, puis tu sais, je dis: «J'avais pas de retour et cetera». Et puis il me dit, déjà ça m'avait fait très plaisir, il m'avait dit: «Si j'avais vu ton CV, je m'en souviendrais». Donc déjà ça fait plaisir. ouais. Et puis, bah, j'ai posé la question: «Mais comment ça se fait, tu sais, que le poste revienne et cetera?» Et puis il me dit que finalement la personne qu'ils avaient prise, je sais pas pour quelle raison, mais en fait, elle était déjà à Montréal et puis elle avait déjà un visa, puis elle a pas été capable de renouveler son visa. Donc en fait, elle pouvait Ah pas oui, faire le VIE. Puis c'est comme ça que l'offre finalement est revenue. Donc en fait, c'est vraiment le petit effet papillon, une personne que je ne connais pas, qui s'est vue refuser un visa,
puis qui fait que finalement c'est moi qui ai eu le Ouais. job, et puis c'est la job qui a tout parti finalement. Donc Ouais. Et ça a changé tout puis ton parcours ensuite, ça qui est c'est ça, fou. ça tient à tellement peu C'est ça. finalement. Et puis c'est sur la partie persévérance de se dire, tu sais, j'aurais pu me dire, ah, ils m'ont pas contacté la première fois, tu sais, je laisse tomber. Non, moi j'ai dit, j'ai revu l'opportunité, me dire, ok, je vais réessayer parce que tu sais, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire là. Puis donc Et t'imagines si tu ne t'étais pas connecté au site, quand tu étais à Montréal pour voir mmh. l'offre passer, peut-être que tu aurais vu l'offre, de retour en France et peut-être que ça aurait été moins, Ça, trop tard, flexible ils pour auraient, faire un parce que entretien. c'est ça, entre le moment où l'annonce a été publiée, puis où j'ai eu le contrat, tu sais, il s'est passé 24 heures, là, ça a vraiment été Ouais. rapide, donc ça aurait pu être très rapide pour quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment de la chance, du hasard, de la persévérance, c'est vraiment fou parfois. C'est fou à quel point ça ne tient à rien, quoi, c'est incroyable. Mmh. Merci pour l'anecdote, merci pour l'anecdote, pardon, Anor, je m'attendais pas à ça, que ça se fasse aussi rapidement et que, Ouais. ça rejoint ce que tu disais au début, hein, c'est qu'ils ont l'air d'être très, très flexibles les Québécois et Ouais, Canadiens, du coup, ici, en l'occurrence. ouais, après les recrutements sont quand même assez similaires, c'est-à-dire qu'en France, je pense, tu sais, tu as un entretien avec RH, tu as un entretien avec, tu sais, les personnes, du Ouais, service ou futurs responsables, et puis après, ou des fois tu as un entretien technique aussi. Puis après tu as un entretien souvent avec un VP ou quelque chose, c'est quelqu'un d'un petit peu plus haut dans l'organisation. Donc c'était vraiment, honnêtement, cet entretien-là dans ma carrière, c'est vraiment un ovni. Il j'ai jamais eu ça ailleurs là, mais non, mais très content pour toi, en tout cas, mais merci. pour tout ce que ça t'a apporté ensuite et je pense que c'est une anecdote qui fera plaisir aux auditeurs. Ensuite, je voulais demander, est-ce qu'il y a une ou plusieurs ressources que tu souhaites recommander aux éditeurs? Ça peut être un blog, un livre, un créateur de contenu à suivre, pour en apprendre peut-être plus sur la data ou même ça peut être, autre chose, hein, de manière générale sur le mindset, par exemple, la persévérance. Mais sur toute la partie technique, et cetera, moi, honnêtement, je trouve que les ressources de Microsoft sont vraiment bien là, que ce soit Microsoft Ouais, Learn, là, ils ont Microsoft Reactor aussi sur YouTube, qui a vraiment des bonnes choses en ce moment. Tu sais, Guy in the Cube, là, ouais, c'est vraiment les classiques. Sinon, j'ai une lecture que j'ai vraiment beaucoup appréciée il y a quelques temps, c'est ça, Bill Gates, justement, en plus, en restant Microsoft, il a sorti, je pense, un peu sa biographie mémoire, là. Le premier top, ça s'appelle Code Source, là, en fin de l'année dernière, que ouais, j'ai lu, et puis que je trouvais vraiment très intéressant parce que déjà, moi, honnêtement, je connaissais pas le personnage, je connaissais pas les débuts de Microsoft, donc déjà, ça permet tu sais, de savoir d'où ça vient, là, parce qu'on utilise ça tous les jours, là, finalement. c'est Donc, ça. de connaître un peu la genèse. Et puis, ce qui m'a surtout marqué dans ce livre-là, c'est, si vous avez à lire, au moins lisez l'introduction. Juste l'introduction. Après, là, c'est pas grave, mais au moins l'introduction, parce que je la trouve très intéressante, parce qu'il dit qu'en fait, ces idées de code là, qui finalement sont, tout est parti de Microsoft et tout est parti de là. Ces idées de code, il les a pas eues derrière un ordinateur, en fait. Il les a eues dans les montagnes en train de faire une randonnée, avec, je pense qu'il était dans les scouts à l'époque. Puis j'aime vraiment cette philosophie-là, de se dire, c'est pas en restant devant son ordinateur qu'on a les meilleures idées, mais c'est en allant prendre une marche, en s'ouvrant l'esprit finalement. Donc, Ouais. puis moi personnellement, mes meilleures idées sont pas venues devant un écran non plus. Donc, je trouve, ça s'appelle Code Source. Donc, puis je crois qu'il va y avoir d'autres tomes, parce que là, dans celui-ci, il s'arrêtait, je pense, au tout début de Microsoft. Donc, il y aura des suites. J'ai moi aussi mes meilleures idées, soit en allant marcher, soit sous la douche. Je sais pas La pourquoi, douche, ouais, c'est ça les marche 2 bien. endroits. Non, Donc ouais, très important de savoir se ressourcer, de prendre du exactement. recul, d'aller prendre l'air, je te rejoins clairement là-dessus. Je sais pas si tu avais d'autres recommandations, tu as parlé du livre de Bill Gates. Je sais pas si tu en Euh, avais d'autres? Pas forcément. Après, moi, je sais que j'ai aussi plus dans le côté mindset, et cetera. J'ai beaucoup aimé le livre de Schwarzenegger, que Ouais, j'ai acheté d'ailleurs, là, où je trouve qu'il y a vraiment des petites choses intéressantes, dedans, là, qu'il infuse, et puis on apprend un petit peu ouais, sur son un parcours. parcours Donc, incroyable. ouais, non, Moi, j'ai vu la ce monsieur série, est incroyable, hein.
J'avais vu la série Netflix sur Oui. lui et bah, ça racontait tout son parcours, hein, sa carrière dans le bodybuilding, dans le cinéma et dans la politique et du coup Mmh. et c'est fou à quel point à chaque fois dans chaque industrie qui sont quand même complètement différentes, il a réussi à atteindre le sommet, Ouais, c'est beh, incroyable. ouais, ça dans le livre justement, il explique c'est quoi son mindset derrière qui l'a fait amener dans bon, le monsieur est exceptionnel quand même là, mais je trouve qu'il y a quand même des bonnes idées puis des bonnes choses à apprendre là pour soi en Ouais, termes de, tu sais, de persévérance et puis etc. Puis ce que j'aime aussi dans ces choses-là, c'est que c'est on a l'impression que les gens réussissent parce qu'ils sont doués, mais en fait derrière souvent les gens qui réussissent le plus c'est de la préparation, c'est du travail, c'est etc. Donc je trouve ça met la l'église persévérance comme tu disais. ouais, l'église au milieu du village, tu sais, c'est pas juste d'être doué qui suffit. Donc je pense que ça fait plaisir à pas mal de monde de dire bah tu sais tu peux réussir même si c'est pas le meilleur juste comme ça, tu peux réussir. Ouais, parfait. Merci beaucoup Anne-Laure pour ces Mais recommandations merci à toi. et pour terminer, où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter? En ce moment, c'est vraiment LinkedIn, hésitez pas là si Ouais. vous avez déjà de se connecter. Moi, ça fait toujours plaisir là et puis n'hésitez pas à m'envoyer de messages là, je réponds toujours à tout le monde là, peut-être pas toujours tout de suite, mais j'essaye de répondre à tout le monde donc ça hésitez pas, c'est si vous avez envie de me faire un petit coucou, ça me fera très plaisir. Bien sûr, les liens seront dans la description et je vous recommande vraiment de suivre Anor si vous souhaitez, en apprendre davantage sur Power BI et aujourd'hui Fabric par extension. Mmh. Je trouve que tu partages pas mal de contenus super intéressants et Merci. voilà, je vous recommande personnellement de suivre Anor. Encore une fois, le lien sera dans la description. Puis de suivre aussi mes petites aventures prochaines prochains concours de Avec DataVis. plaisir, avec plaisir. À Barcelone, on espère, Ouais, on va croiser les doigts. et on espère la première place pour toi. Ah bah ça Peut-être que peut-être que serait tu auras fort une cool. deuxième paire de baskets, Moi, j'avoue déjà, si j'arrivais à être une seconde fois en finale, honnêtement, je trouve d'être ouais, en finale, c'est déjà d'avoir c gagné là. Puis c'est déjà une après, victoire immense. c'est vraiment immense. Après le titre là, ça serait juste, moi, c'est dans mes rêves les plus fous là, mais ça, je vais travailler fort et puis on va voir ce que ça Mmh. donne. Et puis tu étais arrivé 2e, c'est ça, à l'édition précédente? Ce Ouais, qui est fou aussi au final. ouais, Parfait. Encore une fois, merci beaucoup Anor pour, tout ce que tu as pu partager avec la communauté. C'était vraiment fou. On a pu parler, bah, du coup, de tes débuts, en Bretagne, à ta sortie de l'université Bretagne Sud, ton expérience en tant que contrôleur de gestion, pardon. Comment est-ce qu'ensuite tu as atterri au Canada et tu as pivoté dans le monde de la data et de la BI, les Power BI World Championship of course et du coup, ton retour d'expérience, sur, tout ce que tu as pu, traverser, parcourir dans ta carrière professionnelle. Merci beaucoup Anor, c'était très riche. Je mais pense que les auditeurs se seront régalés. mais merci à toi pour l'invitation, puis ça m'a fait très plaisir de partager tout ça avec toi. Le plaisir est partagé Anor et encore une fois, je rappelle, les liens sont dans la description pour suivre Anor sur son compte LinkedIn et voilà. Donc, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Ça fait, un peu moins d'1 heure et demie de podcast, mais c'était, super enrichissant. Donc merci à tous et on se dit à la prochaine pour un nouveau podcast. Salut à tous. Merci, bye.